Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, je vous le jure, agit de son plein gré, ne fait absolument rien sous la contrainte ou la menace de quelques forces occultes au sombre dessin. Non, c'est la simple mais puissante impulsion de notre légendaire conscience professionnelle, celle que bien des confrères nous envient, qui, saleté de conscience, nous pousse à retourner plusieurs fois par an depuis le démarrage même de cette auguste émission, nous colter les productions super-héroïques que ne cesse de débiter la grande machine hollywoodienne. Il y a un an, presque jour pour jour, nous vous disions nos doutes quant à l'intérêt de poursuivre cette mission que nous nous sommes nous-mêmes infligés. Ces questionnements n'y ont rien fait, on est quand même allé voir Avengers Endgame et on va en causer avec les 4 valeureux défenseurs de la planète critique ici présents. Daniel Andrieff, salut Daniel. Avengers Assemblée. David Honoras, salut David. Salut Thomas. Stéphane Moïseki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné épisode 189 et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Avengers Endgame se situe donc, évidemment, c'est pas facile à dire, se situe donc évidemment après les événements tout à fait tragiques d'Infinity War et la disparition non seulement d'une moitié de l'humanité, mais aussi de tout un tas de héros de la bande à Marvel. Les survivants un peu furax après le très méchant Thanos se réunissent pour livrer une nouvelle fois bataille et tenter évidemment d'inverser les choses et de ramener leurs camarades tombés au champ d'honneur. This thing on? Hey, Miss Potts. If you find this recording, don't feel bad about this. Part of the journey is the end. When I drift off, I will dream about you. It's always you. Thanos did exactly what he said he was going to do. He wiped out 50% of all living creatures. Le film est signé par les frères Russo, qui étaient déjà aux commandes du précédent, ainsi que 2 des 3 Captain America. Côté casting, sans grande surprise, on retrouve les habitués, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Josh Brolin, Gwyneth Paltrow et j'en passe. Brie Larson, alias Captain Marvel, la dernière arrivée dans le MCU, rejoignant par ailleurs la bande. Si vous le voulez bien, pour ce qui concerne notre bande à nous ici, on va faire un premier tour de parole assez rapide, sans spoiler, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, et après on pourra faire du 100% spoiler si ça vous va. Daniel, tiens. Bah écoute, le plus dur dans un film, même dans un bouquin, même dans une BD, c'est de faire une fin. Faire une fin potable, c'est pas toujours évident. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je préfère le Infinity Gauntlet, le début. C'est la BD sur laquelle est basé tous ces 2 films. Et là, on arrive dans quelque chose qui n'existe pas dans la BD, mais qui essaye de prendre son propre envol. C'est-à-dire, ils essayent de faire quelque chose d'original, mais avec une partition quand même assez attendue. Et je crois que ça a parlé à mon petit cœur. Oh. Je crois que vraiment, j'ai vraiment kiffé. J'ai pris mon pied. Je peux pas me l'expliquer alors que j'étais sorti en traînant les pieds de Captain Marvel. Black Panther me fait faire de temps en temps. Ant-Man 2, c'était pas possible. Et là, il y a un truc qui s'est fonctionné. J'ai trouvé que Infinity War marchait pas mal et je me le suis revu en plus sous différentes manières pour essayer de comprendre pourquoi ça avait fonctionné sur moi. Et là, je trouvais que le final était assez bien et on va voir pourquoi. À mon avis, ce qui est important, c'est que il apporte vraiment une finalité. C'est quelque chose qui n'existe pas dans la BD. C'est que dans la BD, c'est des archétypes, c'est des personnages qui doivent rester vivants, qui nous dépasseront sans doute quand nous mourrons. Il y aura toujours des histoires de Captain America et de Spider-Man. Et là, il forme une espèce de finalité. C'est un truc qu'on n'avait pas vraiment vu depuis Dark Knight, en fait. Et je crois que avoir une version différente des personnages que j'aime bien, que j'ai aimé depuis que je suis tout petit, mais dans une version qui les respecte. Et ça, c'est pas n'importe quoi aussi, parce que on a tellement vu les produits d'ici partir dans tous les sens. On a vu tellement de trucs pas vraiment bien faits que là, c'est quand même un savoir-faire que j'ai trouvé assez appliqué. J'ai trouvé ça assez efficace et assez smart à certains moments. Voilà, j'ai kiffé comme un gamin.
il y a eu des moments où je me suis fait fuck. Il y a des moments où vraiment j'ai fait fuck. Et je sais que j'étais plus supposé faire ça. Je suis désolé, je m'excuse publiquement devant vous. Je sais que c'est pas en odeur de synthé. C'est pas en odeur de synthé. C'est pour ça que j'ai commencé à faire mon mea culpa. Voilà, je suis désolé. J'ai vraiment adoré. David. Moi, j'ai pas vraiment adoré. Donc... Ok, cool. Non, mais en fait, je suis allé voir le film avec plutôt de bonnes intentions parce que j'ai vu finalement Infinity War très tard. J'avais pas participé à l'émission qu'on avait fait parce que je l'avais pas vu à l'époque. Et puis à l'époque, tu faisais une petite cure sans super-héros. Ouais, mais bon, en fait, j'ai vu tous les films. J'ai aucune conscience. On t'a vu à Shazam. J'ai même été voir Shazam. Et du coup, j'ai fini par voir Infinity War et j'ai trouvé plusieurs choses qui m'avaient plu dans Infinity War, et notamment, en fait, j'aurais trouvé que ça aurait pu faire une bonne fin. Si ça s'était arrêté là-dessus, j'aurais trouvé ça couillu d'exterminer la moitié de l'univers d'un claquement de doigts et puis de s'arrêter là en disant bah on n'est pas dans la merde et puis voilà. Et je me disais c'est intéressant, malgré tout c'est justement pas la fin et il y a pas mal de choses à construire et à imaginer. Pour faire un récit intéressant pour ce endgame. Et malheureusement, je trouve que le film passe complètement à côté de ce qu'il aurait pu faire, c'est-à-dire que toutes les pistes narratives sont hyper sous-exploitées, la masse de personnages devient vraiment un gros problème. C'était déjà un petit problème, je trouve, dans Infinity War. Là, c'est vraiment un gros problème qui est, je trouve, pas du tout bien géré, pas du tout bien dosé entre les différents personnages, la manière dont ils sont exploités à l'écran, et on a l'impression que c'est des choix complètement pas organiques, enfin qui décident ça. Et du coup, j'ai été assez déçu, notamment par la structure générale du film. Je trouve qu'il y a 1h30, voire 2 heures, complètement inutiles et qui vont dans tous les sens et qui racontent rien au début du film, pour arriver à ce qu'on attend, c'est-à-dire une grosse baston générale avec tous les personnages, qui pour certains aspects je trouve est plutôt intéressante, mais qui souffre et de la mauvaise manière du syndrome Le Retour du Roi, c'est-à-dire on veut clore une grande saga et du coup on a besoin de passer du temps avec les personnages, de leur dire au revoir, etc. Ce qui était très très réussi avec le Seigneur des Anneaux, même si sur la séquence finale c'était à mon sens même un peu trop long. Là on est dans un truc complètement aberrant parce que on passe du temps avec des personnages, mais juste pour l'idée de passer du temps. C'est-à-dire que ça n'a rien à raconter. Et notamment tout le premier arc du film est un arc d'attente avec absolument aucun enjeu. Et c'est un vrai gros problème, quoi. Je trouve qu'il y aurait pu avoir soit traité la question de qu'est-ce que c'est ce monde après que la moitié de l'humanité ait disparu. Et en plus, il y a eu des séries là-dessus. Il y a eu The Leftovers, les 4400, des trucs, enfin, qui ont vachement creusé ce sujet-là, qui est pas du tout traité par le film et qui est pas traité d'aucune autre manière que de dire. Les gens sont tristes, quoi. Et du coup, on a cette galerie de personnages, on passe de l'un à l'autre, ils font des sandwichs. C'est vraiment une longue attente qui débouche à ce qu'on attend un peu du film, qui est la grosse baston. Et je comprends pas la pertinence en fait de faire un film de 3h02 sur ce sujet si c'est pour rien raconter, quoi. Donc c'est assez décevant, je trouve. Perrine. Je suis à l'opposé en fait de David, clairement. Pour moi, justement, c'est ces 2 premières heures qui m'intéressent le plus en fait dans le film. C'est là où je trouve justement moi la baston. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'en ai à dire. Et à part peut-être le tout début de la baston, mais alors sinon pendant, c'était fini, quoi. Mais tout le début, justement, je trouve qu'il y a toute une première 2/3 du film, clairement, beaucoup plus lent, beaucoup plus comme un jeu de piste, plus comme moi qui m'amuse 100 fois plus en fait. C'est-à-dire, c'est un peu comme dans les films où d'un seul coup on a
un super-héros en devenir ou un champion en devenir et qu'on regarde les séquences d'entraînement. Et ben moi je préfère les séquences d'entraînement au combat final en fait. Et ben c'est la sensation que m'ont fait ces deux premiers tiers. C'est cette idée de justement de l'attente, de chercher des solutions, de la réflexion, de l'observation, avec des choses qui vont bien et des choses qui vont pas, hein, clairement dedans. En effet, il y a une masse de personnages à gérer. Je trouve que c'est moins bordélique pour le coup que Infinity War, qui pour moi était vraiment assez beaucoup à digérer d'un seul coup parce que justement cette galerie de personnages énorme. Là, je trouve que c'est quand même un peu mieux géré. Et en effet, il y a des arcs qu'on va appuyer plus que d'autres, mais pour moi, ça a une certaine logique avec la fin du film. Et que je trouve pour le coup la toute fin plutôt réussie. Mais après voilà, non, il y a des choses qui fonctionnent pas. Encore une fois, le vrai problème de Marvel, ça restera un problème du début jusqu'à la fin, c'est de ne pas savoir dire stop à l'humour. Moi, je suis pour les blagues, hein, mais au bout d'un moment, une blague, les plus courtes sont les meilleures en fait. Et il y a des moments, il fallait que ça s'arrête, quoi. Donc c'est un petit peu dommage, mais en soi. J'avoue que j'y allais avec pas mal de pas du tout de réticence pour le coup, mais inquiète par rapport à Infinity War. Et en fait j'en suis sortie plutôt convaincue en fait par rapport à Infinity War. Après je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont bien et je pense qu'il est nécessaire de les souligner. Stéphane? Sans spoiler toujours. Ouais, sans spoiler. C'est compliqué. En fait, on va spoiler après. Mon niveau d'implication dans le MCU est quand même proche du zéro à la base. C'est-à-dire, je les vois une fois et puis en fait, pchit, ça disparaît de la tête. Je me rappelle quand même d'Infinity War puisque j'attendais de voir comment ils allaient résoudre des trucs qui, pour moi, ne sont pas des trucs couillus. Hein. Dans le précédent, j'en ai parlé la dernière fois, j'étais dans l'émission. C'est pas couillu du tout. Hein. C'est des trucs, soit ça a déjà été fait dans les comics, on va dire, soit ça s'adresse fondamentalement, si t'as plus de 10 ans. Et c'était pas du tout un reproche ce que je dis, mais si t'as plus de 10 ans, je comprends pas comment tu peux te faire berner par ce qu'ils ont tenté de faire dans le précédent. Et du coup, la seule question, c'est comment ils vont résoudre ça dans celui-là, et notamment, par exemple, à la disparition. Là, je spoil le précédent, hein, oui. La disparition de certains personnages, etc., comme Spider-Man. Et en fait, toutes ces choses-là, c'est extrêmement pauvre la façon dont c'est raconté, amené, et c'est pas satisfaisant. C'est-à-dire que je pense que peut-être c'est satisfaisant pour les fans de Marvel, pour ceux qui ont investi pendant 10 ans, ça je sais pas, comme j'en fais pas partie. Mais ce qui est certain, c'est que voilà, il y a cette problématique-là. Il y a effectivement la problématique de l'humour, mais la problématique de l'humour, c'est un truc qui existe chez Marvel depuis un moment. Moi, j'ai l'impression de regarder un film de maniaco-dépressif, quoi, parce que c'est vraiment d'un côté, t'as les mecs qui sont en train de pleurer, effectivement, le sort de l'univers, et puis à côté de ça, t'as des blagues, mais qui sont des blagues du niveau Eddie Murphy des années 90, quoi, tu vois. Enfin, donc vraiment. Hein, et du coup, tu te dis, mais comment vous gérez ça ? Et moi, j'ai l'impression que c'est un palliatif en fait pour justement passer à autre chose, ne pas raconter ce qu'on a raconté à ce moment-là. Et c'est tout le problème que j'ai avec l'humour chez Marvel. C'est-à-dire que l'humour en soi ne me dérange absolument pas dans n'importe quel film. Il y a plein de films d'aventure avec beaucoup d'humour qui sont très drôles, qui sont très bien faits. C'est juste une question d'arriver à doser ça et pas en fait s'en servir pour on a un trou dans le scénar et démerde-toi quoi. Et hop, on met une blague et ça passera quoi. Ça c'est le premier truc. Et puis après il y a un... je saurais même pas dire si c'est vraiment une conclusion. C'est-à-dire oui, dans les faits, il y a une conclusion, on va dire voilà. Mais en fait, encore une fois, c'est toujours le même problème. Et là, je pense qu'on va rentrer dans les trucs de spoiler. Mais la problématique de Marvel, c'est qu'en fait, on connaît et ils s'en vantent. En fait, ils affichent les contrats depuis des années. Ils affichent les contrats des acteurs, des trucs. Donc, tu sais très bien en fait que c'est jamais terminé. Attention. Tu sais tout simplement que c'est pas terminé en fait. Il y a pas tout peut revenir. Et d'ailleurs, en fait, entre le précédent, donc Infinity War et celui-là, c'est la démonstration même. Donc voilà. Donc après on va rentrer dans le spoiler, mais disons que j'imagine que ceux qui ont apprécié Infinity War peuvent vraiment apprécier celui-là. Ceux qui ont investi chez Marvel depuis 10 ans peuvent apprécier celui-là aussi. Maintenant moi c'est mon dernier, je crois que j'arrête après ça quoi. J'ai décidé, je le dis à l'antenne. Tu le dis, c'est une déclaration de Stéphane Moïse qui se prenait date jusqu'au prochain évidemment. Et donc à partir de maintenant, on peut passer en 100% spoiler. Je te préviens, si je te revois au prochain Marvel, le prochain, il y a Spider-Man, donc peut-être que tu vois, mais on veut plus t'entendre. Tu viens plus, Stéphane. Mais je ferai pas l'émission. D'accord, ok. Maintenant tu peux spoiler, alors vas-y. Ah oui, c'est moi qui lance le spoiler. Tant qu'à faire.
Alors, Par où commencer? Ouais, par où commencer? C'est un peu compliqué. Donc, c'est-à-dire la problématique en fait quand tu restes en fait sur l'idée même que tu racontes en fait la fin du monde. Ouais. Bon, l'idée c'est que derrière les types vont arrête de regarder Facebook. Mais non, mais ça, je reçois des parle, notifications, donc j'écoute. Il regarde des photos de lui-même. La problématique en fait c'est effectivement comment tu traites ce manque-là. Donc effectivement, donc là, ça David en a un petit peu parlé sans spoiler. Il y a des séries qui ont traité ça. Oui. Là globalement ça s'arrête à quelques sessions en fait de conversation psychologique, tu vois, où les mecs disent qu'est-ce que vous avez fait après, j'ai fait une date avec quelqu'un, ça a pas marché, on parlait que de ça 5 ans après, bref. Pas que, il y a un travail sur le son, je suis pas d'accord avec vous, il y a un travail sur le son, c'est que de l'arrière-plan en fait. Il y a un gros travail sur le son où on entend beaucoup moins par exemple des trucs de la nature, on entend des choses beaucoup moins, on entend beaucoup moins le bruit des rues, on entend beaucoup moins de ce genre de choses. Il y a un vrai travail sur le son en réalité. Et je la trouve super en fait cette scène parce qu'elle est complètement cohérente avec Captain America qui lui est un vétéran de la guerre, et le truc des vétérans de la guerre c'est de se réunir et d'en parler, et je trouve ça assez logique qu'il aille avec le... D'accord, mais il y a une ellipse de 5 ans qui est collée comme ça, qui n'est absolument pas retranscrit dans l'écriture des personnages. En fait elle est retranscrite pour créer des situations qui pour moi posent problème, c'est-à-dire qu'en fait de manière hyper bidon. Il y a une problématique d'artifice, moi je trouve en fait dans la façon, dans les liens entre les personnages. Déjà, moi, le premier truc, c'est qu'une fois que tu as traité ce genre de truc-là, quand tu fais revenir Thor avec un bide à bière, mais vraiment, hein, c'est-à-dire, et qu'en fait, moi, je ne pense qu'à ça pendant tout le film, c'est-à-dire qu'à part les 3 premiers gags qu'ils font avec, où t'as Thor en fait qui est devenu tout dépressif parce qu'il a pas tué, Thanos lui-même, et qui n'est pas le grand héros attendu. En gros, si tu veux, il lui retire jamais son bide à bière. Donc en fait, moi, à chaque baston avec Thor, je me dis, mais en fait, ils essayent de cacher son bide à bière parce qu'ils sont bien obligés, ils sont comme des cons en fait avec leur blague de merde, tu vois, et qu'il faut la tenir jusqu'au bout, quoi. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième faut problème, parler de cette séquence du bide à bière en fait juste un peu en détail, parce que c'est vraiment, tu vois dans le film, c'est un sketch du SNL qui a mal tourné, quoi. C'est-à-dire que tu débarques, SNL qui sont comme ça, effectivement. Tu débarques ils se sont réfugiés dans un petit village irlandais ou je ne sais quoi, et il est dans sa frat house avec des potes à boire des bières, à jouer à Fortnite, littéralement à jouer à Fortnite, où tu vois des images alors de Fortnite. Alors qu'on sait que dans 5 ans ça sera dépassé Fortnight. Mais oui, mais enfin, un jeu vidéo, il sera dépassé dans un film. Et du coup, on a ce moment, mais qui dure des plombes, et ils insistent sur la vanne, et il y a énormément de séquences comme ça où ils tiennent une sorte de vanne, mais qui est pourrie dès le départ, et ils la tiennent pendant 5 minutes, c'est insupportable. Je suis pas d'accord sur le fait qu'elle soit pourrie dès le départ, en fait. C'est-à-dire qu'au tout départ, la blague, pour moi, elle fonctionne. Au tout départ. Parce que t'as ri. Non, j'ai ri, oui, mais j'ai ri, mais surtout parce que nous, on n'a pas ri, tu vois. Non, mais laisse-moi, tu me laisses finir. Tout ça parce que pour dire que ça va avec le reste, c'est-à-dire qu'en soi, on a à ce moment-là, 5 ans plus tard, une sorte de portrait de plein de personnages, de comment on gère le deuil, comment on gère l'après. Donc il y en a un qui a refait sa vie, qui a réussi à refaire sa vie parce qu'il a eu la chance. Il y en a un qui est en post-traumatique, là on l'a dit, Captain America. Il y a l'autre qui s'est laissé aller complètement, en effet c'est Thor. On a le personnage de Scarlett Johansson qui est littéralement stuck. Et il y a Hawkeye mais qui aussi. ne peut rien faire. Hawkeye qui est un vrai Hawkeye qui est parti en taré furieux, en vengeur. Donc en fait on a vraiment, c'est comment gérer le deuil, comment gérer le manque, comment gérer la perte, comment gérer l'après en fait. Et chaque personnage est comme ça. Donc pour le coup, le truc de Thor fonctionne au départ. Tu dis, bon bah voilà, je pense qu'il y a des gens qui sont là, genre, vu qu'il n'y a plus rien, fuck it, je fais n'importe quoi. Et ça marche, mais au tout départ, c'est-à-dire que le problème, et après je suis d'accord avec vous, à partir du moment où la blague, elle est là pendant tout le film, c'est lourd et ça ne sert à rien. Mais en fait, alors qu'au tout départ, ça fonctionne. Il n'y a pas que lui, par exemple, tu vois, le problème, alors Hulk, j'en ai déjà parlé la dernière fois, mais Hulk, ils savent pas le gérer, ce perso, ils savent pas quoi faire. Là moi, au choix, je vois Shrek, mais visuellement, hein, c'est-à-dire je vois Shrek parce qu'en fait, en gros, il a plus ou moins concilié les deux, le personnage de Hulk, alors tu sais pas comment, mais il l'a fait. Il a plus ou moins concilié. C'est Hulk avec un petit gilet et des lunettes. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est au choix, c'est Shrek. Ou alors c'est l'épisode des Simpsons où Homer a trouvé une formule d'intelligence, tu vois, ou un truc comme ça, parce qu'en fait c'est vraiment c'est très très space. Et le problème c'est que ça, pour moi, ça définit en fait déjà les préférences, on va dire, de Marvel vis-à-vis des persos, ce qu'ils veulent en faire, etc. Mais aussi il y a un autre truc, c'est que tu te retrouves en fait avec des trucs d'écriture. Complètement. Enfin, moi, tu vois, je m'en fous en fait de voir Thor avec un bide à bière. J'aimerais bien, par exemple, qu'on m'explique comment, parce que donc il y a toute une logique de voyage dans le temps. C'est-à-dire, donc ils ont introduit Ant-Man avec le comment dire, Quantum, le Quantum, je sais plus quoi, la zone, tu vois, la zone Quantum. Et en fait, le truc, c'est que Ant-Man débarque dans celui-là, leur explique en gros. Ce qu'on peut faire, c'est revenir dans le temps pour baiser Thanos avant qu'il récupère les pierres d'infinité. Donc là, tu rentres dans une zone Retour à le futur 2.
Clairement, hein, c'est Retour à le futur 2. Ah bah, ils le disent au moins 4 fois. Il le cite explicitement Pour en se dire ça foutant marche de la pas gueule, pareil. en se foutant de la gueule du film aussi, hein, parce que c'est ça le truc, c'est qu'à un moment donné, en fait, les mecs ils disent ouais, c'est que des conneries dans Retour à le futur, tu vois. Bah, si c'est que des conneries, pourquoi vous le refaites en moins bien? Parce que c'est aussi ça le problème. C'est-à-dire que donc quand les mecs gèrent ce truc-là, ils se disent bon, comment on va trouver la formule du voyage dans le temps? On va avoir Iron Man qui est censé être le mec le plus intelligent au monde. Genre littéralement, alors ça c'est une première nouvelle pour moi, mais apparemment ok. Il est dans le top 7 normalement chez Marvel. D'accord. Mais, Excuse-moi. Hein, non, mais, juste faut être alors précis. il fallait le démontrer depuis 10 ans. Bah, Mais si, quand même. je termine, Quand je même. termine juste le truc. Et donc il arrive, et en fait il a résolu le voyage dans le temps, mais alors comment? Juste il avait une formule dans sa tête, il la soumet à son intelligence artificielle, ouais ça marche. Voilà. Ça, c'est écriture scénaristique moins 101, tu vois, parce que franchement, honnêtement, et ça passe, tu vois, c'est aller, il n'y a même pas de blague, hein, tu vois, c'est allez, on y va, c'est l'intelligence artificielle qui a plus ou moins, qui plus ou moins te vend le truc. Ils font le heist, et alors là, pour moi, hein, les mecs, en fait, ils ont décidé de revenir donc, dans les précédents Marvel, donc dans leurs précédentes aventures, et globalement, les pires films, hein. C'est-à-dire le premier Avengers, Thor, Dark World et ce genre de trucs, quoi. Donc moi j'ai eu du PTSD là, en fait je me suis dit mais en fait ça fait 7 ans que je veux pas revoir Avengers, tu vois, vous remettez des scènes. Et surtout Captain America Winter Soldier. Même pas parce que ça se passe en 70. Donc Non. La scène de l'ascenseur. La scène de ah oui, l'ascenseur, c'est c'est ça. une Oui, mais référence en fait, quand même non, à mais Winter ça, Soldier. ça se passe pendant Avengers. Ça se passe pendant Avengers, Ouais, mais ça, c'est clairement un jeu en fait moi, avec le truc. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment assez rigolo. C'est vraiment assez rigolo. Alors, je vais dire un peu mon avis. C'est que je suis d'accord avec Perrine. Je trouve que le début fonctionne assez bien parce que c'est un film sur le début en tout cas. Je le découperai en 3 parties. C'est un film sur le deuil. C'est assez compliqué de commencer un film de super-héros sur le deuil. Dans le sens où on n'est pas habitué à les voir. Tu dis boubou, tristesse, mais dans la BD, ils sont littéralement Thanos est amoureux de la mort. C'est vraiment une entité dans la BD. Et là, je trouve ça intéressant d'avoir remplacé cette entité par vraiment le deuil chez les gens. Dans la BD, ils meurent et puis le jour d'après, ils sont tous ressuscités. Et là, on voit quand même qu'il y a un cheminement et ça crée des arcs narratifs. Moi, ça m'intéresse en tout cas de voir des arcs narratifs au cinéma, comme surtout étalé sur 10 ans. Je pense pas que ça s'est déjà fait à ce point-là, en tout cas, et je suis pas sûr qu'on en reverra de sitôt. Et donc, on voit vraiment un arc narratif pour Captain America. On le voit pour Iron Man, pour les grosses stars, pour les 2 grosses stars, et surtout, on voit une finalité. On voit une finalité à Iron Man et à Captain America. Donc, j'ai réussi mes paris. J'avais parié sur que ça allait se dérouler à peu près comme ça, sauf que ils arrivent à essayer de trouver des twists. Alors, la première partie, c'est le deuil, la deuxième partie, c'est le haste. Le haste, je trouve très rigolo. C'est-à-dire, ils lâchent les rambardes et ils y vont. On retrouve l'humour Marvel et que moi aussi j'ai une petite réserve parce que je trouve que la tonalité, j'ai toujours l'impression qu'il blague toujours sur le ton de Tony Stark en fait. Et c'est toujours un peu le problème. Mais par exemple, je trouve que c'est assez habile d'avoir fait Ant-Man personnage introductif en l'absence de Spider-Man. C'est que Ant-Man, c'est le bouffon qui est là et qui est content d'être là. Il est content d'être parmi les stars. Personne ne se souvient de lui. Et c'est un peu notre porte d'entrée dans cette ligue de super-héros. Ah, le problème, c'est que c'est quand même le seul qui arrive avec un vrai plan et qu'on traite d'idiot pendant tout le film. Hein. C'est le seul qui propose un plan. Hein. C'est le seul qui propose un plan et comme tu l'as dit, Tony Stark l'élucide. Donc après ici il y a le heist et la troisième partie c'est la vraie baston. Le truc c'est que moi j'ai été vraiment ému par certaines séquences dans le passé, des séquences où je m'attendais pas à, tout d'un coup que Thor il revoit sa mère et qu'est-ce qu'il lui raconte et que sa mère est pas dupe, elle lui fait tu sais je suis une sorcière, je vois très bien que tu n'es pas mon Thor et que Tony Stark tout d'un coup, alors que je trouvais ça vraiment nul dans Civil War, toutes ces histoires avec l'assassinat du père de Tony Stark, c'est pas très bien géré à l'époque, et que tout d'un coup il voit son père et que tu sens que c'est un manque et que lui-même est devenu père et ils se disent des trucs de papa ou de néo-papa, c'est plutôt un truc inattendu. C'est ça que j'ai trouvé assez intéressant dans ce film, c'est qu'il y a une espèce de variation un peu sentimentale, un peu mélancolique en fait, et je trouvais ça vraiment, ça m'a surpris de la part d'un film. D'abord on gueule toujours sur les trailers et sur le fait qu'on connaît tout le film avant d'y aller. Là ils ont fait le trailer basé sur les 2 premières minutes du film quoi. Au bout de 10 minutes, t'as plus rien de tout ça. Ensuite, ils sont en combinaison, ils vont faire des hastes. Franchement, j'ai le moment où Hulk croise le Hulk ancien et lui maintenant il est devenu, tu vois, c'est un méta Hulk, tu vois, maintenant il est conscient qu'avant il était sauvage, maintenant il est intelligent et qu'il est obligé de faire un cosplay de Hulk sauvage et il fait mais avec ce ton là hein.
pisser de rire. Il y a vraiment de micro bonnes idées. Faut pas oublier que c'est de la bande dessinée à la base. Et de la bande dessinée, c'est des vignettes et c'est vraiment des vignettes de petites scènes qui m'ont fait plaisir. Alors je sais qu'il y en a qui vont gueuler parce que il y a la scène Women Force Forever qui j'en ai vu qui ont grincé des dents. Ouais, putain, j'étais à fond, mes sièges ils tremblaient parce que les nanas sur le banc, elles étaient là genre ouais, on est à fond. Il y a un problème avec cette scène. Mais ce que je veux juste pour finir, c'est c'est sur 3 heures, il y a des motifs c'est ce que Perrine disait, il y a des motifs de satisfaction et on est dans le fan service. C'est 3 heures de fin de service. Alors évidemment, il y aura des plus grands films de super-héros. Et évidemment, il y en a déjà eu des plus grands, des plus intéressants. Mais pour clore un truc, de finir sur du fan service, sur du méta fan service, de avoir aussi bien compris ce qui fonctionnait dans le monde Marvel. Évidemment, c'est toujours un peu le même ton. Et même mec de Black Panther, il fait toujours un peu les blagues un peu cyniques et tout. J'ai trouvé ça assez réjouissant, quoi. C'est du film fanservice, et à partir du moment où tu l'admets, à partir du moment où tu vas voir des vignettes de super-héros, le spectacle, il est bien meilleur. J'en veux pas à des auteurs de BD de faire des trucs de super-héros et ensuite de passer à des trucs vachement plus exigeants, et je crois que finalement au cinéma, je suis pas contre non plus. David. Il y a un problème, je voulais revenir sur la petite séquence dont parlait Daniel, de je sais pas comment tu l'as désigné, de Women Force. La Women Force. C'est en fait donc c'est pendant la bataille finale, à un moment Captain Marvel s'élance et puis toutes les héroïnes féminines viennent se mettre derrière elle, et donc il y a un beau plan avec que des meufs en train de charger, et effectivement ça fait un gif sympa, mais le problème est pour moi ça fait des fonds d'écran, hein. Ça fait des fonds d'écran, ce que tu veux, mais en fait le problème de cette séquence, et qu'on retrouve tout le temps dans le film, c'est que c'est totalement gratuit. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Il y a un écho par rapport au film précédent. Il y a eu déjà la même. Oui, mais ça reste un peu opportuniste. Narrativement, ça n'a pas de sens. Il y a aucun. Enfin, c'est-à-dire que nous, on voit que c'est des héroïnes, mais rien n'explique le fait qu'elles se lancent. On parle de la baston finale. Le problème de la baston finale, c'est que justement, quand on te fait disparaître des personnages qui sont censés être des personnages, j'imagine encore une fois dans lequel il y a un investissement. C'est-à-dire, je comprends qu'on puisse investir dans Black Panther ou dans Spider-Man, les faire revenir en fait pour refaire plus ou moins en gros la même scène que la scène d'action finale du précédent, d'Infinity War, avec en inversé, quoi, si tu veux. C'est-à-dire qu'en gros, ils se passent une mallette et puis ils partent avec, et ils font le relais, tu vois. Et Spider-Man, il sert à ça, et Black Panther, il sert à ça, et Captain Marvel, elle arrive et elle met un nion dans la gueule de Thanos, mais en fait Thanos, il met un truc, donc il lui remet un nion et donc elle tombe par terre parce que voilà. C'est hyper. En fait, en gros, on revient, je trouve, à la problématique que Marvel a eu à un moment donné, juste après Avengers, où ils se sont dit comment est-ce qu'on va boucler nos films, et en fait, ils faisaient 5 fois la même séquence de destruction de masse. Là, en fait, ils refont exactement. Alors, Captain Marvel, elle revient en défonçant un avion, comme dans le précédent, enfin dans le film avec elle, quoi. Marvel, voilà. Et en gros, si tu veux, et là, ils refont la baston, en gros, c'est ça qui chie en fait quand tu regardes cette scène, c'est la scène de baston du précédent en inversé, parce que fondamentalement, ce qui se passe à la fin, si tu veux, c'est... Mais avec un MacGuffin au milieu. C'est la mallette. Oui, la mallette, super, mais d'accord, mais on s'en fout. Tu vois, ce que je veux dire, c'est encore moi tout ce que je vois en l'occurrence, c'est pas ça. Tout ce que je vois, c'est les mecs qui sont en train de se trimballer le truc et se le passer de main en main. Donc c'est un relais de 400 mètres, quoi. Tu vois, et c'est pas super. Pour le coup, c'est plutôt amusant. Enfin, faire revenir Black Panther et Spider-Man pour ça. Non, mais attends, je reviens juste vite fait sur l'affaire de Women Force, là, encore une fois, parce que je suis d'accord avec David sur le fait que moi je trouve ça assez opportuniste et assez gratuit en fait comme truc, surtout que c'est pas justifié, littéralement pas, dans le sens où tout le long on nous présente, déjà elle est absente pendant la majeure partie du film, mais tout le long on nous présente Captain Marvel comme un être surpuissant, mais elle est surpuissante cette meuf. Elle traverse des vaisseaux extraterrestres comme as. Enfin, franchement, elle est tranquille. Et elle a besoin d'aide, sincèrement, pour traverser un champ de bataille. Pour moi, ça n'a littéralement aucun sens, en fait. Et c'est pour ça que c'est dommage, parce que, en fait, des moments comme ça, qui dans le film, à la limite, peuvent te procurer un micro-frisson, ils seraient beaucoup plus puissants s'ils étaient justifiés par le récit, quoi. Et le film passe systématiquement à côté. Vous avez pas... Alors, vous dites le haste, moi je dis le braquage. Il y a un mot français. On est en France. Hein, voilà. Non, mais toute la séquence de braquage, sur le papier, c'est super intéressant. Comment on dit braquage en espagnol ?
Je sais pas. Ah. Et j'aurais aimé la voir. Mais sur le papier, c'est super intéressant. L'idée, c'est d'aller récupérer les pierres dans le passé pour pouvoir les ramener dans le présent, ressusciter tout le monde et ensuite ramener les pierres là où on les a pris. Et du coup, ils font des recherches pour savoir comment optimiser la quête des pierres et faire en sorte que, si possible, elles soient le plus au même endroit à un instant T. Et le truc est assez cool. C'est aussi, je trouve, une manière plutôt intelligente de faire du fanservice. De faire du fanservice, en tout cas de revenir dans les précédents films. Et le problème, c'est que c'est hyper sous-exploité, ça manque vraiment d'idées. Le truc est fait un petit peu à l'arrache. Donc il y a quelques séquences, moi, que je trouve plutôt sympa. La séquence où Captain America se bat contre lui-même. Oui, mais ça, c'est pareil. Tu vois, Daniel parlait de vignettes. Le problème, c'est qu'ils les font pas durer. Il y a ce plan, en fait, où t'as les deux qui se bastonnent avec le comment t'appelles ça, le bouclier. Et en fait, normalement, ce plan, il devrait durer. Mais exactement comme dans Civil War, ils auraient dû durer quand t'as Iron Man qui blaste Captain America et qui le bloque avec son bouclier. C'est des plans qui durent pas, en fait. C'est des trucs qui vont très très vite. Et en fait, ça rejoint ce que je disais au début, avant qu'on spoil, c'est que la grosse difficulté de ce film, c'est le côté pléthorique du casting et des personnages. Et du coup, on ne peut jamais laisser le temps à un personnage de vraiment développer son arc. Donc effectivement, il y a les deux principaux, Captain America et Iron Man. Hawkeye est sous-développé dans celui-là. Mais j'en ai rien à battre de Hawkeye. J'en ai rien à battre. C'est-à-dire qu'il n'apporte son truc, c'est super chiant. On est sur cette ouverture. Pourquoi on s'intéresse à ce personnage à ce moment-là, alors que derrière, on va zapper en permanence dans le film et passer d'un personnage à l'autre. En fait, c'est à aucun moment on se dit tiens, l'émotion du film elle est drivée par ça. On est dans un zapping permanent, on est dans un truc qui effectivement dans une salle remplie de fans va faire que en fonction de si on s'intéresse à tel ou tel personnage, et ben un moment on aura son petit moment pour soi. Moi, je vais mais dans l'ensemble du film et de sa structure, ça n'apporte rien et c'est hyper décevant. La problématique pour moi du fanservice en soi, et là je parle pas du fanservice vis-à-vis uniquement du comics, mais aussi vis-à-vis de tous les précédents films, c'est que à la fin, moi je pense que ça tu peux le gérer si tu fais ça intelligemment. En fait, si en fait le récit le demande. Le problème d'Iron Man pour moi, et le problème de l'arc d'Iron Man, et le problème de, donc je spoil, son sacrifice à la fin, parce que c'est fait partie des 2-3 super-héros qui meurent. Le problème de la mort d'Iron Man, c'est que pour moi Iron Man, en fait, ça fait 95% du temps en fait depuis que je le vois, en fait, c'est un douchebag. C'est un mec qui prend tout le monde de haut, c'est un mec qui etc. Donc là en fait les mecs ils se disent bon bah on en a un petit peu conscience quand même, ils le savent qu'il faut créer un espèce de truc. Donc en fait qu'est-ce qu'il lui crée? Il lui crée une famille. Les 5 ans en fait qui passent, c'est la famille qui va se créer avec Pepper Potts, et donc ils ont une gamine et tout. Sauf que ça c'est pareil, c'est 2 scènes. Donc à la fin, le problème pour moi là-dedans, c'est que je trouve ça... C'est 2 scènes en plus avec un point de vue extérieur. C'est-à-dire qu'on arrive dans sa maison, donc on n'est même pas, on ne vit même pas effectivement ce que ça représente pour lui. Mais on a une scène. Ouais, une scène. Ouais. Et le truc, si tu veux, c'est qu'à la fin, pour moi, tout ça, c'est extrêmement artificiel. C'est-à-dire, l'arc de Captain America, à la limite, parce que c'est celui qui avait les meilleures bases, pour moi, en fait, le personnage qui avait les meilleures bases et qui est plus ou moins le personnage le plus cohérent de la saga. C'est-à-dire, c'est celui qui intéresse le plus les réalisateurs, très certainement. Probablement, mais... c'est celui qui s'en sort le mieux. Même lui, si tu veux, son arc, il est assez joli, et puis en fait, il est terni par le fait qu'il tend son bouclier au Faucon et pas à Bucky, quoi. Bucky, c'est son pote depuis depuis 70 ans. Je comprends même pas la logique, en fait. Les autres, ça fait 3 films qu'ils se connaissent. C'est ce qu'il fait dans la BD. Mais je m'en fous, en fait. Non, je parle vraiment des films, en fait, et de la façon dont... Bucky, il est recherché encore, tu vois. Ouais. Après tout ce qu'ils ont fait, vraiment. Non, mais le truc, après 5 ans, tout ça, ils l'ont pas trouvé. Bref, bon, le truc, si tu veux, c'est que voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça. Spider-Man, moi, l'attachement entre Spider-Man et Iron Man, j'ai jamais acheté ça, parce qu'en fait, le problème, c'est que les mecs savaient pas comment ils allaient retraiter Spider-Man il y a 3 ans, ou il y a 2 ans, 3 ans, et ils se sont dit, bon, bah, on va foutre Iron Man dedans, parce que lui, au moins, on sait qu'il est populaire, il a pas été terni par Sony et les films de merde d'avant, tu vois, les 2 Amazing machin. Donc, ils se sont dit, on va foutre ça, et puis on va créer cette espèce de. Tellement trop, quoi. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'en fait, tu vois, et donc Spider-Man, quand il revient à la fin, le mec, 5 ans après, il retourne à l'école, comme s'il y avait pas, comme si c'était ils étaient dans la même classe, comme si limite Ant-Man elle existait pas, tu vois. Enfin, c'est des trucs comme ça, quoi. Et du coup, comment il va faire des contrôles de maths après ça, quoi. Non, mais et du coup, le problème là-dedans pour moi, c'est que d'un seul coup, je peux pas acheter en fait juste le fait qu'ils existent dans un monde qui existe. Oui. C'est-à-dire juste en fait, ça existe que j'ai l'impression dans la façon dont les fans ont besoin. C'est-à-dire que ils aiment bien la dynamique entre Spider-Man
Spider-Man et son pote. Donc en fait, c'est ça que les mecs vont jouer parce qu'ils ont littéralement 30 secondes pour patcher cet arc narratif, tu vois. Et il est là en fait le souci. C'est-à-dire que et alors bon, je te passe là, il y a une espèce de procession finale d'enterrement d'Iron Man où il a carrément tous les super-héros. C'est normal. Oui, c'est normal, mais déjà le plan, il est, je trouve horrible parce que ça se voit qu'il y en a aucun qui est avec les autres. Tu vois, dans le truc, ils ont tous filmé à part et ils les ont mis dedans. Ouais. Et en plus, en fait, tu as l'impression que c'est un truc. Effectivement, c'est pareil. C'est comme la Woman Force. Tu vois, c'est un beau plan GIF en fait pour tout le monde faire. Ils sont tous là dans le même plan et tout, c'est super. Tu vois. Mais enfin, tu vois, moi je peux pas. Enfin, j'imagine encore une fois que les gens qui ont investi depuis 10 ans, ça peut marcher pour eux, si tu veux, de pleurer à la mort d'Iron Man. Mais en fait, moi, on m'a jamais essayé de me faire aimer ce perso, en fait. Donc le truc, c'est qu'à la fin, je veux dire, c'est problématique, je trouve, de devoir me demander de pleurer pour ça. Quoi. Si ça fonctionne pas, il y aura. Enfin, c'est ce que je te disais quand j'évoquais les vignettes. C'est que moi, le moment où Captain America, il voit Carter à travers la vitre et qui lui parle. Ouais, mais encore une fois, Captain America, pour moi, c'est ce qu'il y a vraiment de mieux dans le film. En fait, mais je trouve que dans le film, il y a justement plein. Ce sera le mot de la fin. Il y a plein de moments en fait où le film va à l'émotion et c'est peut-être là où moi je trouve que c'est plus intéressant que par exemple tous les Avengers qu'il y a eu auparavant. Le film n'a pas peur d'aller à l'émotion, n'a pas peur d'aller dans le triste ou même dans l'émotion, quelque chose de je sais pas comment dire, je trouve pas le mot, mais vraiment d'empathique ou viscéral quand à la bataille de fin, quand il y a cette ouverture par tous les gars de Doctor Strange là, toute la bande de Doctor Strange, et qu'il ouvre des vignettes, justement des vignettes pour le coup, et qu'on voit chaque super-héros apparaître avec son monde à lui derrière lui. Bah moi je trouve que ce plan-là, ces plans-là, ils fonctionnent très très bien. Ah ouais, moi je trouve qu'il y a une montée d'émotion, il y a un truc où t'es hyper content de les voir. Face à Thanos, moi ça m'a fait vivre. Mais voilà, en fait, ils ont pas peur d'aller là-dedans en fait. Et moi c'est ça que j'apprécie. Je trouve que le film a 1 milliard de défauts et je peux tous les citer. Vous en avez déjà cité beaucoup, mais il y a aussi d'un seul coup cette capacité-là à faire ressentir que je n'avais pas eu dans aucun des Avengers auparavant. Et rien que pour ça, je trouve que le film est quand même sûrement l'épisode le plus intéressant. Pour terminer, on va faire comme toujours, comme on l'a fait pour à peu près une 50aine de films Marvel, un petit tour de recommandations dans l'univers. Non, je déconne parce que c'est le 22e ou 23e, mais bon, on l'a fait au moins une vingtaine de fois. Un petit tour de recommandations dans l'univers de votre choix, donc pas forcément celui des super-héros. David, tiens. Moi, ce que j'ai préféré dans le film, c'est le générique de fin. Ouais. D'ailleurs, ça me permet. Non, mais en fait, il a vraiment de la gueule ce générique de fin, et surtout, ça te fait parce que c'est vraiment un générique de fin, non seulement du film, mais aussi de la phase 3, enfin du MCU. Et il est chiadé. Tu passes par tous les personnages, tous les acteurs, et puis en plus, à la fin, t'as les principaux des Avengers avec une petite signature et tout. Enfin, c'est assez bien foutu. Et ça te fait prendre conscience d'un truc qui est quand même incroyable dans cette histoire, c'est ce que ça représente pour Hollywood, quoi. Toutes les plus grandes stars hollywoodiennes sont rassemblées dans ce truc, et même quand on n'aime pas trop le MCU, c'est forcément, il y a des tonnes d'acteurs, d'actrices qu'on adore, donc ça c'est quand même assez plaisant, et ça me permet de faire le lien du coup avec l'histoire d'Hollywood, et je vais recommander un documentaire de l'ami Nico Pratt auquel j'ai participé, qui s'appelle Hollywood, le paradis perdu, et qui revient sur une autre saga qui avait rassemblé un casting pléthorique. C'est à 2 époques d'ailleurs, la saga Oceans, donc avec la première puis le remake de Soderbergh. Et donc il a fait un docu sur qu'est-ce que cette saga raconte en fait d'Hollywood en sous-texte avec les acteurs. Et je pense que de manière à mon avis quand même beaucoup moins intéressante, mais il y aurait aussi une lecture à faire du MCU et de ce que ça dit sur les interactions entre les acteurs, leur statut, etc. Et puis la lutte toujours entre guillemets entre le star system et les studios. Avec à l'époque des Ocean's 11, c'était plutôt les stars qui dominaient Hollywood, et là Marvel, c'est plutôt la démonstration de la reprise du contrôle des studios sur les stars. Donc voilà, je recommande ce documentaire qui a été diffusé sur Canal+ Cinéma, et qui est récupérable sur MyCanal. Sur MyCanal, ouais. Et il diffuse en ce moment toute la saga Ocean. Daniel ? Écoute, moi je suis un fanboy devant l'éternel. La dernière fois,
La dernière fois, j'avais recommandé Avengers Under Siege, un de mes arcs préférés d'Avengers par Buscema et Roger Stern. Et je me suis dit, je vais pas faire une BD pour l'instant, puisqu'en plus, c'est pas basé. Là, ils sont en roue libre, c'est plus vraiment adapté d'une BD. Donc, je veux rendre hommage à un des plus grands acteurs de tous les temps qui joue dans ce film. Ce n'est pas Robert Redford, ce n'est pas Michael Douglas, c'est Hiroyuki Sanada qui a littéralement 1 minute et demie et qui se fait trucider par Hawkeye en mode ninja. Et Hiroyuki Sanada... Dans un plan séquence. Hein. Dans un plan séquence. C'est un de mes acteurs préférés, je trouve que en plus c'est un très bel homme, il joue de manière... il est shakespearien, tu vois, et en même temps, moi je l'ai connu dans Senkukai. Il a joué dans Ring. Et du coup, pour moi, il y a une vraie connexion asiatique. Comme tous ces mecs-là, je pense qu'ils ont été bercés de films asiatiques. Donc, j'en viens à ma vraie recommandation donc de Hiroyuki Sanada. En fait, c'est qu'il y a un autre MCU qui est en train de se préparer en Asie. Et ouais, parce que, est-ce que tu connais la trilogie Ip Man ? La trilogie Ip Man avec Donnie Yen. Et ben en fait, il y en a un nouveau qui est sorti. Alors attention, le nom, il est un peu bizarre. J'aime beaucoup Donnie Yen. C'est Master Z, The Ip Man Legacy, qui vient de sortir en DVD, en Blu-ray. C'est sorti en Asie, évidemment en salle, mais évidemment ça sortira jamais en salle. Ça, c'est plus dur à voir. Et donc en DVD et Blu-ray, et qui reprend, c'est un spin-off autour du rival de Ip Man dans Ip Man 3. Alors un jour, j'aimerais bien qu'on fasse tout un truc sur Ip Man, parce qu'il y a vraiment un truc à faire. Je suis fan de ces films. C'est donc le rival de Ip Man qui se prend un des coups de poing les plus géniaux du cinéma. Je me le regarde sur YouTube en boucle. Et donc entre Ip Man 3 et après, c'est devenu un loser. C'est devenu un mec qui rumine sa défaite et il refuse d'utiliser le Wing Chun. Et là, là, il y a un lien logique avec Marvel, puisque il y a Dave Bautista qui joue dedans. Il joue le Nemesis. Mais il y a vraiment un pléthore d'acteurs. Il y a Michelle Yeoh qui joue la méchante. Et je trouve que Michelle Yeoh est une vraie super méchante de cinéma. Et puis il y a Tony Jaa. Enfin vraiment, on peut penser qu'il y a un Wing Chun Cinematic Universe qui est en train de se jouer, un WCU. Donc voilà, je vous encourage à regarder Ip Man 1, 2 et 3 et ça. Alors attention, évidemment, c'est pas de la grande réal. Enfin, si, en fait, c'est vraiment des super grands combats. C'est pas du grand cinoche, mais c'est du cinoche qui me plaît à mort. Ouais. Et voilà, juste pour vous dire, je suis fan. Voilà. Très bien. Perrine n'a rien. Si, Perrine est tombée. Elle ose pas. Non, je suis pas très inspirée. Je vais parler d'un autre Cinematic Universe, La Nuit au musée. Ok. Et voilà, on est dans un truc très très différent. On est passé à côté de G.I. Joe. On est à ça de G.I. Joe. Mais non, c'est l'idée d'avoir une galerie de personnages qu'on retrouve de film en film, et surtout avec un dernier épisode. Bon, il y en a moins, il y en a que 3. Mais un dernier épisode. Ça s'appelle des suites. Ouais. D'accord. Et c'est ça. Mais c'est un univers. C'est la NMU. Il y a un Nuit au univers. musée Universe. Parce qu'on pourrait faire ça dans tous les musées d'histoire naturelle du monde et que ça deviendrait un truc de fifou. Et qui seront tous connectés et tous. Mais bon, ça va jusqu'à Londres et point barre. Mais dans l'idée, justement, on a l'idée d'arc de personnages en réalité, et notamment du personnage bizarrement du Theodore Roosevelt, joué par Robin Williams. Et pareil, voilà, c'est des épisodes qui s'autorisent justement le dernier à aller à l'émotion, là où c'est une grosse gueule pour les enfants depuis le début, et pour les entraîner, enfin leur dire d'aller au musée. Et en fait finalement le film s'autorise à se prendre un tout petit peu au sérieux à la fin, à aller un petit peu vers l'émotion totalement. Et c'est là où je le trouve finalement plus, pour un truc pour enfants, finalement beaucoup plus intéressant, comme ce Endgame finalement. Je dis plusieurs fois finalement. Oui, et du coup on arrive à on arrive au SCU, quoi. Le SCU, Anaconda Cinematic Universe. Avec un seul film. En fait, il y en a 4, mais moi j'en parle que d'un seul parce que les autres ils sont tout pourris. Le premier est vachement bien. Et faut peut-être regarder Anaconda Endgame. Non, mais justement, en fait, attends, alors on est à l'épisode combien là ? Nous, 189. Donc tu te rappelles ce que tu m'as dit ? J'ai dit quoi ? On peut l'annoncer maintenant. On peut l'annoncer, oui. Alors. Dans 11 épisodes pour le 200. On va faire une spéciale Anaconda. Voilà, une spéciale Anaconda, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va regarder Anaconda et en entier, intégralement. Et on va le commenter. 1h40. En direct. Et on va le faire en direct. En direct. Donc ça veut dire que les gens
pourront lancer le film en même temps que Voilà, nous. donc on va faire un commentaire audio de ouf. Ouais. Tiens, Ouais. hein, Ouais, pour tellement voir les trucs. Ouais. Et ben voilà, donc c'était juste pour dire ça. Parce que t'avais la et j'ai flemme de revu. trouver un Bah, moyen exactement, de mais en faire fait, le truc, c'est que. vraiment un scandale. C'est une bonne c'est reco, attends, c'est comme c'est- Marvel qui annonce son planning Ouais, c'est ça. à l'avance. Exactement. tu Exactement. vois. Donc là, en fait, C'est je le vais essayer de SMU, le zapper. Parce que Stéphane là, Moïsakis Universe. et le truc, c'est que je vais essayer de zapper à peu près 3 épisodes ou 4 épisodes. Là, comme ça, j'ai que 6 recos à faire. Il me reste que 6 recos à trouver. Bien joué. Ouais, exactement, tu vois. Et non, mais parce que j'ai pas tout vu, moi je vois pas tout, hein, tu vois. Et voilà. Et j'ai revu Anaconda. Bon, c'est vrai qu'on a un peu exagéré. Voilà. Non, je déconne, c'est vachement bien. J'adore. Incroyable. Et notre temps est écoulé. Merci à tous les 4. Merci à Quentin, la technique, à Juliette pour la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles. Et on vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.